ajouter quelque chose qui peut peut-être nous paraître lointain, quelquefois, de vue de cette terre il va y avoir un micro, il va y avoir un micro. Mais qui en ce moment agite les esprits et les consciences de l'autre côté de l'océan, lorsqu'on arrive sur les terres d'Armorique, on parle de la France. Donc les choses qui se passent, effectivement, c'est depuis quelque temps dans le paysage politique français, l'émergence même plus que l'émergence maintenant, d'une force politique qui s'appelle donc le Front National. Et qui est mieux placé pour en parler que Pascal Perrineau, qui depuis de nombreuses années consacre ses travaux notamment à ce sujet. Je le rappelle simplement pour ceux qui aient besoin qu'il soit rappelé que Pascal Perrineau est depuis longtemps professeur donc, des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, longtemps directeur du centre du CEVIPOF, recherche politique en France, et depuis longtemps aussi intervenant fréquent dans les médias français, qu'on voit souvent à la radio et à la télévision. On ne voit pas la radio, mais on l'entend. Et pour donc commenter l'actualité politique française, c'est chaque fois quand même encore un grand honneur de pouvoir l'avoir ici dans notre dans le petit village gaulois de Buddelbury pour l'entendre parler comme de ces problèmes qui, même s'ils nous paraissent bien loin pour l'instant, reviendront très vite pour certains d'entre nous. La réalité, parce que l'invitation sera revenue en terre française, et puis les autres, vous entendrez aussi quand même, je pense, que vous avez entendu et lu dans les journaux qu'il y a quelque chose qui se passe en France. Donc, sans plus tarder, tournons-nous vers l'orateur Pascal. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir d'ailleurs à 16h. Bonsoir à toutes et à tous. Pour essayer de réfléchir ensemble à cette question, qui est une question qui se pose en France, mais qui se pose de plus en plus dans de nombreux pays européens, qui est en effet la proximité par rapport au pouvoir de forces nationalistes et populistes, dont certaines viennent de l'extrême droite, pas toutes, mais dont beaucoup viennent de l'extrême droite, et qui maintenant sont aux portes du pouvoir, ou même au pouvoir. Au pouvoir jamais seul, mais au pouvoir en coalition. Il suffit de penser à des pays aussi divers que la Suisse, la Norvège, la Finlande, où aujourd'hui des forces nationalistes et populistes participent à des gouvernements de coalition. Et il suffit de penser dans un passé relativement immédiat à des pays, par exemple comme l'Autriche ou l'Italie, où des forces de ce type ont participé récemment à des gouvernements de coalition. Et souvenez-vous, lorsqu'il y avait eu pour la première fois la participation de ces forces à un gouvernement en Autriche, il y avait eu une véritable mobilisation en Europe, l'Union européenne était intervenue en tant que telle, et on avait mis l'Autriche, il faut bien le dire, quand on en parle aujourd'hui à des collègues autrichiens, ça m'a fait une drôle d'impression, on avait mis l'Autriche au banc de l'Union européenne, hein, comme si c'était un pays qui avait commis un crime en intégrant ce type de force dans un gouvernement de coalition. Donc, la question n'est pas une question uniquement franco-française, la question se pose, et sans inquiéter de manière excessive Boulogne-Billancourt et les masses, il faut savoir que c'est une question qui peut se poser en France. Qui peut se poser en France, pourquoi ? Parce que le Front National est un parti qui est sorti de nulle part. Il ne faut pas oublier le caractère exceptionnel de la dynamique électorale du Front National. En 1974, le Front National, c'était moins de 1% des suffrages exprimés. Jean-Marie Le Pen s'était présenté à l'élection présidentielle, il avait fait 0,7%. Aujourd'hui, on annonce sa fille pour la prochaine élection présidentielle en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec
ça dépend des sondages d'opinion, entre 26 et 30% des suffrages exprimés. Il y a là une dynamique qui est exceptionnelle, qu'on n'a jamais vue dans le paysage politique français. Jamais, en quelques décennies, une force est passée de l'inexistence à la situation de première force politique du pays. Alors, cette expression de première force politique du pays a fait polémique, parce que bien sûr, sur le Front National, les intellectuels français ou ceux qui se présentent comme tels ont toujours beaucoup de mal à garder un peu de sérénité et de calme, et donc on substitue à l'analyse la polémique, ce qui ne fait pas beaucoup avancer le débat, mais en tout cas, tout à fait récemment, il y a un an, aux européennes de juin 2014, le Front National a été, pour la première fois dans son histoire et dans l'histoire démocratique en France, la première force politique du pays. Les listes du Front National, dans les différentes régions, vous savez, qui servent de circonscription pour les élections européennes, ont rassemblé 24,9% des suffrages. Un Français sur 4 qui s'est déplacé aux élections européennes a voté en faveur du Front National. Et le Front National est arrivé très nettement devant les listes de l'UMP à l'époque, le principal parti de la droite française, qui réunissait presque 21% des suffrages. Vous voyez, le Front National était quand même à 4-5 points devant les listes de l'UMP. Et ne parlons pas des listes du Parti Socialiste. Le Front National était à 10 points devant, à plus de 10 points devant, puisque les listes du Parti Socialiste, c'était 14% des suffrages exprimés. Donc le Front National a été et peut redevenir la première force politique en France. D'autant plus qu'entre-temps, aux départementales, aux élections départementales, qui sont en fait la continuation d'une très vieille élection française qu'on appelait jadis les élections cantonales, les élections pour élire nos représentants dans les départements, élections qui d'habitude sont difficiles pour le Front National, parce que le Front National n'a pas, du fait de son statut de parti neuf, n'a pas une implantation extraordinaire dans la plupart des régions françaises, donc il est exposé, il est relativement faible d'habitude dans ces élections locales. Eh bien, aux dernières élections départementales, il a rassemblé 25%, légèrement plus qu'aux européennes. C'était il y a quelques semaines. Et là, tous les sondages d'intention de vote pour les prochaines régionales, qui vont avoir lieu en décembre, montrent un Front National au même niveau. Et un Front National ayant une capacité à prendre, vous savez que la France a redécoupé son tissu régional, nous sommes passés de 26 régions à 13 régions, et bien dans ces immenses régions qui viennent de se créer, le Front National, sur le papier, peut prendre 2 régions. Il peut prendre la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la région dans laquelle d'ailleurs qu'il a contrôlé dans des gouvernements de coalition dans le passé, qui est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, si vous voulez se poser la question, on n'a rien d'absurde au regard tout simplement de la géométrie électorale et des dernières performances électorales du Front National. Parce qu'il s'agit bien de parler de performance. Pourquoi ? Parce que le Front National, on en parle depuis quand ? On en parle depuis 1984, les élections européennes, où ce parti que personne ne connaissait avait soudain percé. Mais à l'époque, souvenez-vous, nos réactions, c'était 10% des suffrages exprimés en 1984. Et puis peu à peu, il a, sous l'égide de Jean-Marie Le Pen, connu régulièrement une progression. Il est passé aux alentours de 13, puis 14-15, jusqu'au choc de 2002. Mais on parle de choc de 2002. Souvenez-vous des titres de la presse française. Le raz-de-marée, le tsunami, le choc. Mais le choc, c'était quoi? C'était 16,9. 16,9. Là, aujourd'hui, il est à 10 points au-dessus. Donc, alors, quel superlatif va-t-on utiliser aujourd'hui? Le super choc, le super tsunami, vous voyez, bon, on est dans une situation qui s'est très nettement accentuée, aggravée depuis 2002. Et Marine Le Pen, à cet égard, a pris le relais et a amplifié la dynamique, puisque dès 2012, elle est passée à 17,9. Alors,
Elle était en 3e position, donc on n'a pas eu le choc de 2012, mais elle était dans une position de créer également un choc. Hein, si le candidat socialiste ou le candidat de l'UMP, Sarkozy, avait fait un score plus faible. Alors, là, c'est quelques chiffres pour dresser le paysage et montrer que ça n'est pas absurde de poser la question. Deuxième question, ce Front National, qui est aux portes du pouvoir, quand on est une première force politique en France, de manière régulière, qu'on confirme son statut de première ou de deuxième force politique, intégrer le pouvoir n'est pas impossible. Intégrer le pouvoir seul, c'est compliqué, mais quand vous êtes premier ou second, vous attirez les convoitises. C'est-à-dire que vous êtes en position de trouver un jour ou l'autre des partenaires pour accéder au pouvoir. Souvenez-vous, dans l'espace de la gauche, il y avait jadis le Parti communiste. Le Parti communiste a été pendant longtemps la première force politique française. Dans l'après-guerre, c'était la première force politique française. Il a été isolé, ce Parti communiste, bien sûr, mais peu à peu, avec des évolutions, en se séparant discrètement, mais en prenant des distances par rapport aux grands frères soviétiques, hein, en devenant un peu plus aimable qu'il pouvait l'être auparavant, en particulier dans ses prises de position, sans abandonner ses fondamentaux, comme par exemple la dictature du prolétariat. Eh bien, ce Parti communiste, peu à peu, est devenu fréquentable. Si fréquentable que le Parti socialiste et les radicaux de gauche, il n'y a pas plus modéré que les radicaux de gauche, ont pu, dans les années 70, signer un programme commun avec ces communistes. Donc, ce qui s'est passé dans l'espace de la gauche pourrait très bien, sur le papier, se passer dans l'espace de la droite, un jour ou l'autre. Ce n'est pas complètement inimaginable. Surtout que ce Front National, comment dire, connaît des évolutions. Est-ce que le Front National est d'extrême droite? De manière claire, si l'on répond dans la généalogie, on peut répondre oui. On va ressortir dans quelques semaines avec Michel Vinocq sous sa direction en poche l'histoire de l'extrême droite. Et en effet, quand vous regardez cet ouvrage, où il y a de très bons historiens qui racontent la genèse de l'extrême droite moderne en France, c'est-à-dire pas l'extrême droite qui entretenait, si vous voulez, la nostalgie des régimes monarchiques d'antan, mais l'extrême droite qui épouse son siècle, à la fin du 19e et au début du 20e, cette extrême droite moderne, eh bien, quand on regarde tous les chapitres écrits par Michel Vinocq, Jean-Pierre Azéma et d'autres historiens, on voit bien que le Front National s'inscrit dans la continuation, quand il naît en 1972. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup à se fouler, parce que le Front National naît par une initiative interne de l'extrême droite. C'est l'extrême droite la plus claire, néo-fasciste, qui à l'époque était organisée dans un mouvement qui s'appelait Ordre Nouveau, qui était surtout connu dans le milieu étudiant parce qu'il faisait régulièrement le baston contre les gauchistes dans le quartier latin. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on disait « voilà, l'Ordre Nouveau débarque ». Alors, il descendait d'Assas, la faculté de droit, puis ils venaient tenter de régler leurs comptes au rouge de Sciences Po. Et autour de la péniche, là, dans l'entrée du hall de Sciences Po, il y avait des combats homériques, enfin que ceux qui participaient au combat considéraient comme homériques, parce que tout le monde s'en foutait principalement. Mais voilà, c'était ça, Ordre Nouveau. Les fascistes descendent. Et c'est vrai que quand on les connaissait, voilà, il y avait beaucoup d'étudiants, en effet, qui participaient d'un credo fasciste. Alors ce mouvement, à la fin des années 60, au début des années 70, se dit, voilà, il faut qu'on trouve un visage respectable. Donc il crée une espèce de parti façade qu'ils vont appeler le Front National, et ils vont trouver en dehors d'Ordre Nouveau des leaders fréquentables. Et parmi ces leaders fréquentables, ils se disent, il n'y a rien de mieux qu'un ancien député, élu en 1956,
dans le mouvement Poujade, réélu en 1958, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, et qui avait toutes les allures de la modernité. À l'époque, c'était en 1956 le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Et ensuite, il était passé dans le privé, voilà, il avait navigué un peu dans ces milieux, mais sans jamais, lui, être fasciste. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été, à aucun moment de sa vie, un fasciste. Bon. Simplement, c'est un nationaliste, un vrai nationaliste de l'extrême droite traditionnelle. Alors, ce parti, il existe toujours, il est bien né en 1972, mais il a connu des évolutions. Pourquoi le Front National ne connaîtrait pas d'évolution? Je me permettez d'insister un peu lourdement, parce que à chaque fois qu'on parle en France devant des chercheurs ou des gens, ils considèrent en effet qu'il y a des partis qui resteraient dans leur jus et dans leur essence de manière éternelle, et d'autres qui, voilà, en évoluant, bien sûr, ne sont plus du tout les mêmes, et qui vous font toujours, ils vous disent non, ne faites pas de procès en origine, puisqu'ils ont changé. Si le Parti communiste a pu changer, pourquoi le Front National ne changerait pas? Si le Parti socialiste a pu changer, pourquoi le Front National ne changerait pas? Le Parti communiste est né en 1920, le Parti communiste aujourd'hui, vous voyez, est assez éloigné du Parti communiste prolétarien sur une ligne classe contre classe de 1920. Quand le Parti communiste reçoit le couturier Prada à son siège, vous voyez qu'on est assez loin du Parti communiste ouvriériste de 1920. Bon. Le Parti socialiste, quand il naît en 1905, c'est un parti révolutionnaire. Vous écoutez Léon Blum vous raconte que ben voilà, la SFIO, le discours de la Bellevilloise, c'est fait pour prendre le pouvoir, et qu'il s'agit bien, même si on occupe ou on exerce le pouvoir, de conquérir, comme il dit, le pouvoir de manière révolutionnaire, un jour ou l'autre. Bon, vous voyez bien que François Hollande, aujourd'hui, est assez loin de ce type de perspective. Hein. Vous prenez le mouvement gaulliste, quand le mouvement gaulliste naît, le moins qu'on puisse dire, à la fin des années 40, c'est que son tropisme européen est faible, est plutôt faible. Regardez les premiers votes des députés issus du RPF sur les grands textes qui fondent l'Europe. C'est non. Hein. Aujourd'hui, les Républicains, l'UMP, vous voyez que leurs positions européennes ont beaucoup évolué et qui font chemin commun avec des anciens députés de l'UDF qui sont des Européens convaincus. Donc il y a bien des évolutions. Donc on peut penser les évolutions du FN. Ça n'est pas complètement interdit. On ne va pas enfermer le FN sans arrêt dans ses origines. Alors, si vous voulez, pour réfléchir, essayons de serrer ce qui a changé électoralement, ce qui a changé politiquement et idéologiquement, et essayons de comprendre pourquoi ce succès dans la société française. Parce que nous sommes tout de même, si on regarde les dernières européennes, c'est très pratique les dernières européennes, parce que tous les Européens ont voté à peu près le même jour, et donc on peut comparer l'influence de ce type de famille politique dans l'ensemble des pays européens. Et les deux pays qui ont accordé le plus de voix dans toute l'Europe à ce type de force, c'est le Danemark, à 1 point devant nous, et la France. Nous sommes en tête. Hein? Au Danemark, c'est le Dansk Folkeparti, qui d'ailleurs n'est pas dans son origine un parti d'extrême droite, alors que nous, c'est un parti qui est né, en effet, comme je viens de le dire, à l'extrême droite. Donc vous voyez que la France, qui a souvent une propension à donner énormément de leçons au monde entier, là, doit être assez discrète. Parce que nous sommes à peu près le seul pays d'Europe qui, depuis 30 ans, donne un des débouchés les plus importants qu'il soit dans l'Union européenne à ce type de force. En dehors de l'Union européenne, il y a des pays qui, comme la Suisse, mais même en Suisse, ce n'est pas un parti qui naît de l'extrême droite, le parti du peuple suisse. C'est un parti völkisch, comme disent les Suisses. En Norvège, c'est le parti du progrès, c'est plus un parti de tradition antifiscaliste. Vous savez, tous ces pays d'Europe du Nord connaissent des États-providence extrêmement lourds, basés sur une ponction fiscale extrêmement pesante, jusqu'à ce que la droite, dans de nombreux pays, ait un peu allégé tout cela, comme ils l'ont fait lors de leur passage au pouvoir en Suède. Mais bien sûr, ces États-providence extrêmement lourds ont suscité des mouvements antifiscalistes, en disant ça suffit. Vous savez, un peu comme la pression fiscale en France a suscité le mouvement des pigeons, quoi.
bout d'un moment, ben voilà, il y a eu des pigeons norvégiens, des pigeons suédois qui ont dit ça suffit. Hein. Et ils ont créé des partis. Et en Norvège, le Parti du Progrès est l'héritier d'un mouvement antifiscaliste. Vous voyez, c'est pas tout à fait comme chez nous. Hein. Et en Finlande, où il participe au pouvoir, c'est le parti des vrais Finlandais, les True Finns, les vrais Finlandais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis ça met le doigt sur le problème identitaire, hein, qui est derrière toutes ces forces. Qu'est-ce que c'est qu'être Finlandais aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est qu'un vrai Finlandais? Y a-t-il des faux Finlandais? Hein, vous voyez que tous ces problèmes sont derrière. Là, c'est un parti, j'allais dire expérimental. C'est un docteur en sciences politiques qui avait bien travaillé sur ces sujets, qui a créé ce parti récemment, qui s'est dit, voilà, ça marche ailleurs. J'ai fait des études de sciences politiques, pourquoi ne pas créer un parti de ce type? Et il a créé, sa thèse, moi je ne l'ai pas lu parce que je ne lis pas couramment le finlandais, mais il paraît que sa thèse est tout à fait intéressante. Il a créé ce parti, et ça a marché très bien, plus de 20%, et maintenant ils sont intégrés dans un gouvernement de coalition. Mais c'est un parti qui n'est pas non plus un parti d'extrême droite, c'est un parti très, très identitaire, comme il y en a beaucoup dans ces petites sociétés d'Europe du Nord, dont il faut bien comprendre que les équilibres, très souvent, sont des équilibres fragiles. Hein, et des équilibres fragiles qui sont soumis à des tensions très fortes de la part de flux migratoires qui sont parfois des flux migratoires extrêmement importants. Quand vous prenez par exemple les Pays-Bas, vous regardez simplement la démographie des Pays-Bas, le nombre d'habitants au kilomètre carré aux Pays-Bas, hein, vous comprenez que tout flux migratoire dans des petits pays à très forte concentration de population vont créer des tensions extrêmes. Hein. Ou bien, si vous prenez la Norvège, quand il y a l'or noir, hein, le pétrole norvégien, la question vite va se poser, mais qui va être le bénéficiaire de cette manne? À qui ouvre-t-on cette manne? Est-ce qu'on l'ouvre aux Norvégiens pour qu'ils puissent continuer à avoir cet État-providence protecteur? Ou est-ce qu'on l'ouvre également à tous ceux que l'on accueille sur le sol norvégien? Et Dieu sait si les Norvégiens ont été accueillants, en particulier en matière d'asile politique. Hein? Ce sont de vraies questions. Hein? Jusqu'où va la solidarité nationale? Est-ce qu'elle va jusqu'aux non-nationaux? Est-ce qu'elle va jusqu'aux nationaux récents? Est-ce qu'elle s'arrête aux nationaux et à tous les nationaux dans toute leur diversité sociale, jusqu'aux couches populaires que l'on doit continuer à protéger au travers d'un budget abondant et donc nourri par les mannes du pétrole, etc. Donc, voilà un peu toutes les questions qui se posent. Alors revenons au cas français. Qu'est-ce qui a changé électoralement? Est-ce que le Front National, parce qu'on ne parle pas du Front National si ce n'était pas un Français sur 4 aujourd'hui, hein. Tout le monde, voilà. Moi je me souviens quand j'ai commencé mes études ou même mon métier d'enseignant, tout le monde s'en foutait du Front National. D'ailleurs personne ne le connaissait. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on me disait mais vous êtes un attardé, pourquoi tu t'intéresses à ça? J'ai commencé à travailler en 82, mais travaillé en 1982 sur le Front National. Hein, on se disait, bon, c'est une lubie d'universitaire. Donc, ce Front National, qui n'était rien, il devient quelque chose dans les années 80 et 90. C'est Jean-Marie Le Pen père. Quand vous regardez ce Front National, c'est un Front National qui a des caractéristiques géographiques, sociales, très claires. C'est une droite qui se radicalise. Pourquoi? Parce que la gauche est au pouvoir. Et qu'une partie des électeurs de droite, dans les années 80, se disait, mais certes, ils ont été élus, mais ils sont illégitimes. On n'a pas envie de les voir au pouvoir. Et donc, une partie de l'électorat de droite s'est vraiment radicalisée. En disant à l'époque, mais Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, le RPR, l'UDF, vous êtes des mous. Vous attendez la prochaine élection, vous ne dénoncez pas suffisamment la gauche au pouvoir, vous faites ami-ami avec François Mitterrand, puisque vous acceptez de cohabiter en 1986, ça suffit. Nous, on a envie de se poser en s'opposant. Et donc, le Front National va bénéficier, dans certaines régions, d'une radicalisation de l'électorat de droite. C'est ça, au début. C'est un électorat qui est un électorat largement bourgeois,
petits bourgeois, hein, d'artisans, du commerce et de l'industrie, de patrons de PME, et c'est très situé géographiquement. C'est la bordure méditerranéenne, c'est une partie du sud-est, jusque dans des régions, si vous voulez, comme Lyon, etc. Et puis c'est le nord de la région parisienne, l'est de la région parisienne, et quelques régions de l'est. Voilà, et du nord. C'est ça, au début. C'est un électorat de la radicalisation. C'est un électorat aussi qui a quelque chose à voir avec deux phénomènes. Un phénomène ancien, un phénomène nouveau. Le phénomène ancien, c'est l'héritage pied-noir. Vous savez qu'après l'indépendance de l'Algérie, une population française, et plus largement européenne, est revenue lors de l'indépendance d'Algérie, en France, dans des conditions, il faut bien dire, dramatiques. L'accueil n'était pas prévu du tout, l'afflux a été extrêmement mal géré, et les pieds-noirs n'ont pas été bien accueillis. Alors qu'ils connaissaient vraiment une situation extrêmement difficile, ils sont partis souvent avec leurs valises. Et ils sont arrivés sur le port de Marseille, et il n'y avait pas beaucoup de gens ouverts pour les accueillir. Et ils ont gardé, bien sûr, ils avaient laissé leurs biens, ils avaient laissé leurs morts en Algérie, et ils ont gardé une nostalgie de l'Algérie française. Et l'extrême droite, et surtout le Front National, a toujours très bien su gérer cette nostalgie de l'Algérie française. Et donc il y avait un vote de fidélité chez les Pieds-Noirs pour le Front National. Et les Pieds-Noirs, ils ne sont pas établis n'importe où, ils sont établis proches de l'Algérie, en face, en PACA, en Languedoc-Roussillon, et un peu le long de la vallée de la Garonne. Hein? Et quand vous regardez le premier électorat de Jean-Marie Le Pen, c'est cet électorat-là. Et beaucoup de grandes associations de rapatriés, d'ailleurs, sont restées jusqu'à une date extrêmement récente, fidèles au Front National, et surtout à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen va peut-être se présenter contre sa petite fille en PACA, et les organisations, je regarde en ce moment, qui se mobilisent, il y a beaucoup d'organisations de rapatriés. Encore maintenant. Hein, et surtout aujourd'hui d'enfants de rapatriés. Mais vous savez parfois que les enfants ont des ardeurs de néophytes que n'ont plus leurs parents. Ils sont plus Algérie française que leurs parents, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Algérie. Hein, mais comme dans beaucoup de communautés, hein, on reconstruit un passé glorieux. Donc ça, c'est un premier phénomène qui structure bien l'électorat. Le deuxième phénomène, c'est une cohérence non pas politique mais sociologique. Cet électorat du Front National dans les années 80-90, c'est un électorat de toutes les grandes métropoles urbaines qui sont avant tout dans l'Est et le Nord-Est. À l'Est d'une ligne Le Havre-Perpignan, vous avez Lyon, vous avez Roubaix, Lille, Tourcoing, vous avez Strasbourg, Mulhouse, vous avez l'agglomération parisienne, vous avez l'axe Saint-Étienne-Lyon, Grenoble, et vous avez la métropole, la façade urbaine méditerranéenne, hein, de Nice à Perpignan. Bon, avec quelques trous, mais vous avez une façade urbaine. Cette France de grande métropole urbaine, elle a deux caractéristiques. C'est la France des grandes concentrations d'immigrés, ou bien par proximité, en PACA, etc., ou bien parce que c'était des grands bassins d'emploi industriels. Hein, la région parisienne, le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine sidérurgique. Hein, et donc, ça a attiré de la main-d'œuvre immigrée. Et ce sont des villes de la montée de la petite et de la moyenne délinquance. C'est sur ce terrain-là que prospère, vous voyez, un terrain de droite radicalisée, le terrain pied-noir, mais ça ne fait pas des millions d'électeurs, ça, hein, et le terrain sociologique du malaise urbain, ce que moi j'avais appelé à l'époque, dans un article de la revue Esprit, l'anomie urbaine. Ces grandes villes, ce malaise urbain français, qui s'aperçoit, qui commence à être touché par la crise, et qui s'aperçoit que voilà, déjà l'univers urbain devient instable économiquement. S'il est instable sociologiquement et dans la vie de tous les jours sous la forme de la montée de la petite et de la moyenne délinquance, ce qui n'est pas un fantasme, hein, qui est une vraie réalité. La petite et la moyenne délinquance ont explosé dans l'univers urbain français dans ces années. Hein. Et bien sûr, comme le Front National apparaît comme un parti avant tout préoccupé par les problèmes d'immigration et d'insécurité, voilà, il va complètement s'articuler sur, j'allais dire, ces deux questions. Vous savez, les sociologues, les politologues anglo-saxons parlent de nouveaux types de partis. Ils disent les partis modernes, très souvent, ce ne sont plus des partis généralistes.
C'est ce que le politologue américain appelle, vous m'excuserez, One Issue Oriented Movement, c'est-à-dire les mouvements à enjeu unique. Ils disent les partis qui apparaissent, et c'est vrai quand vous regardez les partis modernes, c'est des partis qui ne sont plus des partis généralistes. Vous avez le parti des automobilistes, par exemple, en Suisse, qui est apparu. Hein? Vous avez le mouvement des panthères grises aux États-Unis, c'est-à-dire les vieux qui disent ça suffit maintenant, on se défend, on s'enferme dans des quartiers, on prend des gardes, hein, on se protège contre l'insécurité, mouvement de... voilà. Hein? En Allemagne, vous avez la même chose, vous avez un parti qui est un parti du troisième âge qui est apparu. Hein? C'était des partis autour d'enjeux, mais regardez les organisations comme... les organisations aujourd'hui, mes étudiants, mais nos étudiants, quoi. Ils adhèrent plus beaucoup au Parti communiste. Moi, avant, quand j'étais étudiant, j'avais un copain sur deux qui était au mouvement des jeunesses communistes de France. Aujourd'hui, il y en a zéro. Hein, zéro. Hein. En revanche, quand les étudiants sont engagés, ils sont engagés dans des mouvements angéliques. Hein. Ils sont engagés dans, par exemple, Transparency International. Ils sont engagés dans des mouvements, dans des ONG qui aident, qui luttent contre la faim, dans des ONG qui sont axées sur le problème de l'eau. C'est tous ces nouveaux types d'organisations qui ont connu un succès. Regardez au fond les deux grandes forces politiques qui apparaissent dans le paysage occidental depuis 30 ans. C'est, dans l'espace de la gauche, les Verts, c'est bien un mouvement enjeu unique, hein, c'est l'enjeu de l'écologie. Hein, et les partis nationalistes et populistes qui sont très souvent des partis qui naissent autour de l'immigration et de l'insécurité. Il y a même un politologue nordique intelligent qui dit au fond, est-ce que ce sont vraiment des partis d'extrême droite? Non, ce sont des partis anti-immigrés. Voilà, point. Hein, bon. Ça, si vous voulez, c'est le premier électorat. Mais le deuxième électorat, attendez, aujourd'hui, il suffit de comparer l'électorat de Marine Le Pen en 2012 à l'électorat de son père dans les années 90, c'est un électorat qui a beaucoup, beaucoup changé. C'est un électorat, d'abord, qui n'est plus simplement un électorat de la droite radicalisée. Ou alors, la France est un pays à 80% d'extrême droite. Ou de droite. Parce que ça s'amuse beaucoup. J'ai des collègues qui me disent « Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de lien entre la gauche et le Front National. Ça n'est pas possible. » Voyons. Mais c'est une ânerie. C'est-à-dire, ils refusent de voir la réalité. Parce que si le Front National ne se nourrit pas de la gauche, je vais vous dire, ça veut dire que la France est un pays, alors, vraiment, oui, à 80% à droite bientôt. Hein? Donc il ne faut pas rêver. Et c'est dans la seconde période, en effet, qu'une partie de l'électorat du Front National va se nourrir d'une radicalisation d'électeurs qui viennent de la gauche, qui viennent de milieux de gauche, et qui, si le Front National n'avait pas été là, seraient restés à gauche. C'est moi ce que j'ai appelé le gaucho-lepénisme. Alors ça fait énormément de polémique, hein, parce que l'univers intellectuel n'est pas un univers intellectuel, c'est un univers religieux, c'est des dogmes contre des dogmes. Hein, et on n'arrive pas à réfléchir sereinement. Et même ceux, plus on avance en général les références scientifiques, plus on est dans l'univers de la croyance religieuse. Le scientisme est une nouvelle forme de religion. Mais il faut être raisonnable. Dès 1995, vous voyez le mouvement, le Front National devient très différent dans son électorat. C'est un électorat qui devient massivement ouvrier. Mais massivement. C'est le premier électorat en milieu ouvrier. C'est le premier ou le deuxième électorat en milieu employé. C'est-à-dire les couches populaires, c'est quoi en France? Ce sont les ouvriers et les employés. Hein? Et vous avez une baisse dans les couches de droite. Chez les artisans, les commerçants, les patrons de PME. C'est une baisse. Et un des indicateurs les plus évidents de cela, c'est la variable religieuse. Vous savez qu'une des variables les plus explicatives du vote de droite en France, c'est le fait d'être proche de la religion catholique. Et par exemple, quand on est catholique pratiquant, la probabilité de voter à droite est de 80%. Quand on est un athée, la probabilité de voter à gauche est de 80% à peu près. Hein? C'est la variable la plus discriminante. Eh bien, ça ne marche pas du tout pour l'extrême droite. Et même, les catholiques pratiquants sont parmi ceux qui accordent le moins de voix au Front National. C'est bien un indicateur. On est, vous voyez, dans une autre dimension.
L'extrême droite n'est pas l'extrême de la droite à cet égard. C'est autre chose. Hein? Et en particulier, le score chez les catholiques non pratiquants et chez les athées du Front National ne cesse de monter. Ce qui veut dire que la culture de gauche, le milieu de gauche, est attaqué. Il suffit de regarder, d'ailleurs, les leaders du Front National s'en aperçoivent. Regardez Marine Le Pen. Quand c'est la jeune fille de son père, qu'elle adore encore son père, que son père est encore une référence, que les propos de son père ne la choquent absolument pas, elle commence sa carrière dans les Yvelines. Mais il n'y a pas plus bourgeois que les Yvelines. Vous voyez? Et la petite, d'ailleurs Marion Maréchal, va commencer également dans les Yvelines. Vous voyez? C'est-à-dire dans les banlieues chicoses, quoi. Parce qu'ils sont encore sur le logiciel, mais c'est, vous voyez, la droite radicalisée, le Front National. Et puis il se plante. Marine Le Pen, mais se plante lamentablement. Elle est élue tout juste conseillère régionale, mais elle se plante. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est l'archétype du département de gauche. Il n'y a pas plus à gauche que le Pas-de-Calais. C'est, comme on disait jadis, c'est socialo-communiste. Quand on n'est pas communiste, on est socialiste. Quand on n'est pas socialiste, on est communiste. Quand on est de droite, modéré, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix entre un socialiste et un communiste. Et en général, on vote socialiste pour éviter les communistes. Non, ça a toujours été comme ça. Mais vous avez des tas de villages dans le Pas-de-Calais, c'est... Bon, la droite, ça n'existe pas. C'est complètement marginal. Donc elle se présente là, elle se présente au cœur même de cette culture de gauche, et c'est un tabac. Et c'est même, aux dernières municipales, une des rares communes dans lesquelles le Front National est élu au premier tour. Au premier tour. Plus de 50% dès le premier tour. C'est pas à Neuilly qu'elle fait 50% au premier tour, c'est à Hénin-Beaumont. Et à Hénin-Beaumont, les électeurs viennent de gauche, les cadres viennent de gauche, et les techniques mises en place par les militants du Front National sont des techniques de gauche. D'ailleurs, le maire d'Hénin-Beaumont, vous rentrez dans son bureau, il a le buste de Jean Jaurès dans son bureau. Et il envoie ses vœux le 1er janvier avec une citation de Jean Jaurès, maire du Front National. Et il reprend toutes les techniques des élus communistes locaux ou des élus socialistes. Et dans les communes à côté, et en particulier dans la commune qui a vu naître un des grands leaders du communisme français, Maurice Thorez, le Front National est aujourd'hui à 35% des voix. Et beaucoup de cadres sont passés de la CGT, syndicat ouvrier proche du Parti communiste, sont passés au Front National. Donc là, vous voyez, on est dans le deuxième Front National. On est dans un Front National populaire, on est dans un Front National dans lequel la gauche apporte son écho, et bien sûr, ça va se traduire par une évolution du Front National. Le Front National comprend bien ça, il se retire de la droite, il ne se présente plus comme la droite sociale, nationale et populaire. C'est l'apparition des premières affiches, là j'en parle, je monte les affiches dans mon bouquin, ni droite ni gauche, français. Hein, ni droite ni gauche. Nous ne sommes plus dans l'univers des droites. Hein. Donc là, on est dans un deuxième Front National qui va faire que le Front National rentre dans de nouvelles régions. Vous voyez, hein, tout le Grand Est devient Front National. Champagne-Ardenne, toute une partie de la Bourgogne, la Normandie industrielle, vous voyez, près du Havre, etc. Là, la poussée est une poussée énorme. Et aujourd'hui, on est en train de rentrer dans un troisième Front National. Quand vous regardez les dernières élections que je mentionnais au début, qui leur permettent de passer dans la cour des grands, cette fois-ci, là, ils nationalisent. Le Front National est devenu un Front National. Avant, c'était un front local. C'était un front de la moitié de la France. Là, maintenant, les percées dans le centre de la France. Alors, le centre de la France, pour ceux qui connaissent, des régions comme l'Auvergne, le Limousin, c'est des très vieilles régions de gauche, c'est des très vieilles régions laïcardes, c'est des très vieilles régions incroyantes, mais profondément incroyantes. Hein? Pendant des années, le Front National ne faisait rien dans cette région. Ben, c'est terminé. Le Front National est dans des tas de régions à 20, 21, 22, 23% dans ces régions. Et puis maintenant, il pousse jusqu'à l'ouest.
Dans des départements comme la Charente-Maritime, les Charentes, vous voyez, vous avez maintenant des scores du Front National qui sont des scores vertigineux. Ils s'attaquent maintenant aux bastions conservateurs de l'Ouest profond, là où on est de droite, de père en fils, mais jamais d'extrême droite. Ben là, c'est fini. Hein? Vous prenez l'Ouest intérieur, l'Orne, vous voyez, les Pays de la Loire, et là, vous avez des poussées qui sont des poussées tout à fait vertigineuses. C'est-à-dire c'est devenu un parti national. Même chose dans le Sud-Ouest, radical et radical-socialiste. Dans les Landes, par exemple, vieux département de gauche, mais de gauche pas communiste, hein, radical-socialiste et socialiste, bien ça y est, le Front National, dans certains cantons, fait des scores qui sont des scores ben voilà, de 20-25% des voix. Donc, on est dans une nationalisation phénoménale. Donc l'électorat a changé. Il y a eu trois fronts nationaux. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le parti? Parce que, si vous voulez, pour que ça marche, il faut que l'appareil politique s'adapte. Il faut que ceux qui incarnent le parti et la parole du parti évolue. Alors, qu'est-ce qui a changé? D'abord, pointons, parce que je ne dis pas tout a changé, ce n'est pas une révolution. Les communistes aujourd'hui restent aussi un peu les communistes qu'ils étaient en 1920. Les socialistes, là j'étais récemment au congrès du Parti socialiste à Poitiers, de temps en temps quand on écoute certains, on se dit mais ils n'ont pas bougé depuis 1905. Hein? Quand vous écoutez certains gaullistes aujourd'hui, ben voilà, vous vous dites qu'il y a un retour du refoulé anti-européen qui est solide, qui est costaud. Hein? Bon, donc là le changement n'est jamais radical. Alors, bien sûr, il y a des éléments de permanence. Hein. D'abord, le fait de ne pas vouloir changer le nom du parti. Le Front National, ça sent tout de même le soufre. Parce que c'est né en 72. Hein. C'est des néofascistes qui préconisent ça. La notion même de Front National, ça avait été utilisé par les communistes. Hein. Bon. Mais, dans la logique des intellectuels, parce qu'il y a des vrais intellectuels néofascistes qui pensent le Front National, bon, ça avait un sens tout à fait particulier pour eux, pour ces ultranationalistes. Qu'on garde la marque aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est attaché encore à la marque. Alors, il faut bien voir qu'il y a un combat actuel. Marine Le Pen, Florian Philippot, le numéro 2, qui, lui, ne vient pas du tout de la droite, vient de la gauche. Il avait fait en campagne en 2002 pour Jean-Pierre Chevènement. Eux veulent changer de nom. Et d'ailleurs, ils ont déposé auprès de l'Institut national qui gère les marques, ils ont déposé de nouveaux noms, et en particulier le nom RBM, Rassemblement Bleu Marine. Mais ils ont déposé également d'autres noms. Ce qui veut dire que, voilà, le jour où le vieux sera écarté, ils chercheront certainement à changer le nom. Mais enfin, élément qui montre que ça ne change pas autant, la pérennité du nom. La pérennité du nom. Deuxième élément qui n'a pas changé, c'est une entreprise familiale. C'est une PME familiale, le Front National. Hein? Ça a été créé par le père fondateur qui y a placé tout le monde. Ses filles, sa petite-fille, ses gendres, ses anciens gendres, sa nouvelle femme. Vraiment, oui, c'est vraiment très familial. Hein? Parce que ça rapporte aussi de l'argent. C'est extrêmement prospère. Alors là aussi, c'est pas exceptionnel. Beaucoup de leaders politiques confondent un peu les deux genres, politique et familial. Le népotisme n'est pas simplement le péniste. Simplement, il a été porté à son point d'orgue par Jean-Marie Le Pen. Mais enfin, François Mitterrand, quand il est au pouvoir, place beaucoup sa famille. Hein? À commencer par son fils Jean-Christophe, qui n'était pas une particulière lumière, ni d'une éthique particulièrement prononcée, et qu'il met sur le dossier africain, ce qui était tout de même prendre de vrais risques. D'ailleurs, il n'a pas été déçu en matière de risques. Son autre fils fait une carrière, en effet, comme député dans la région de Libourne. Bon, donc, Gilbert, avec lequel j'avais fait mes études, hein, un garçon bien sympathique d'ailleurs. Mais enfin, voilà, Jacques Chirac aussi mélange les genres. Hein, sa fille qui devient son principal conseiller image, voilà. Hein, donc on pourrait là aussi multiplier comme ça les exemples. Mais enfin, il y a là une constante tout de même. Jean-Marie Le Pen a été très loin, quitte à ce qu'il soit atrocement déçu.
Parce que forcément, quand vous faites cela, les conflits de famille deviennent des conflits politiques. Au moins, quand vous ne faites pas cela, vous êtes emmerdé par vos conflits de famille, mais ils ne viennent pas vous emmerder dans la sphère politique. Tandis que là, c'est en direct. Hein, c'est en direct. Le chien de Jean-Marie Le Pen a dévoré, il y a quelques mois, le chat de Marine Le Pen. Et voilà, c'est l'heure de la revanche qui a sonné. Hein, je simplifie un peu, mais c'est un événement vrai. Elle a déménagé du domaine de Saint-Cloud où elle vivait avec papa et maman, parce que un des deux chiens, qu'il faut dire, sont assez impressionnants, un des deux Doberman de Jean-Marie Le Pen a bouffé son chat. Hein, voilà. Ce qui montre qu'on est dans un univers de violence extrême. Donc, l'entreprise familiale. Bien sûr, il y a une constante également nationaliste et populiste. On retrouve des thèmes qu'on retrouve de manière traditionnelle. Le primat de la nation sur toute autre instance d'appartenance. C'est une constante du nationalisme sur le terrain culturel, économique, social. On retrouve ça au Front National. Sa capacité aussi à être un parti symptôme. Ces partis, d'ailleurs, bien au-delà du Front National en Europe, sont des partis très intéressants parce que c'est vraiment des partis symptômes. Ils s'articulent sur des syndromes, des malaises de nos sociétés post-industrielles face à la globalisation, et ils expriment sur le terrain politique directement ces malaises. Ce sont des porte-voix des malaises. Ils parlent le malaise en direct. C'est des partis symptômes. Et là, le Front National est un parti symptôme incroyable. Cette capacité à se porter sur toutes les fractures où ça fait mal, pour laisser la difficulté parler en direct, en reprenant presque les mots de la souffrance telle qu'elle s'exprime, hein, est quelque chose de tout à fait particulier, mais qu'on retrouve chez tous ces partis nationalistes et populistes. Là, on est dans les constantes. Mais ça ne permet pas de penser ce qui a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Le rajeunissement. Toute la classe politique française est confrontée à ce problème du rajeunissement. La classe politique française vieillit, les appareils ont eu des générations politiques de l'après-guerre qui ont eu énormément de mal à organiser la succession. Et donc le rajeunissement ne se passe pas dans les meilleures conditions. Le Front National, du moins dans un premier temps, a réussi son rajeunissement. Le père transmet à la fille. On passe d'un homme de aujourd'hui 87 ans à une femme jeune qui a 47 ans. Bien. Ça se passe à la loyale, les élections internes au Front National sont impeccables, et au bureau politique rentrent des jeunes. Monsieur Philippot est un trentenaire. Monsieur Nicolas B est un trentenaire. C'est-à-dire les nouveaux membres du bureau politique, ce sont vraiment des hommes jeunes. Et les vieux se retirent volontairement ou on leur montre la porte de sortie, c'est la crise actuelle entre le père et la fille. Donc, un rajeunissement qui semble réussi, alors que dans les autres partis, ça patine. On a du mal à organiser le renouvellement des générations. Donc ça, c'est un des éléments du succès qui explique cette chose troublante. Le Front National, aujourd'hui, chez les jeunes, c'est 30%. Un jeune Français sur 3, presque, s'apprête à voter à l'élection présidentielle, Front National, Marine Le Pen. 3 fois plus que les personnes âgées. 10% chez les 65 ans et plus. 3 fois plus. Vous n'avez aucun différentiel pour aucun parti de ce type. Hein, de 1 à 3. Ça veut bien dire que ça parle aux jeunes. Ça ne parle pas peut-être aux têtes blanches qui sont les nôtres, enfin les miennes, du moins, mais aux jeunes, et à certains jeunes, ça parle vraiment. Et ils ne sont pas encombrés par les filtres que nous avons, par les tabous que nous avons, par les interdits que nous avons. Vous savez, dans les manifs, Front National, F comme fasciste, N comme nazi. Alors nous, on se dit, tiens, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais les 3/4 des jeunes, ils vous disent, mais qu'est-ce que tu racontes là? En quoi ils sont fascistes et en quoi ils sont nazis? Donc, le renouveau générationnel. Deuxième élément de nouveauté, la respectabilisation, la stratégie de démonologisation.
Vous avez là une stratégie qui a été mise en place par Marine Le Pen, qui a été largement pensée par un de ses conseillers, Max Allen. Donc vous avez là une stratégie extrêmement volontaire qui a été mise en place, qui est une stratégie d'adoucissement de l'image, d'arrondissement des thèmes, et qui consiste à transformer tout l'aspect provoquant à la fois du discours, des éléments programmatiques, des attitudes même, des exercices corporels, de transformer tout cela en étant plus doux que l'agneau. Le visage et la silhouette avenante de Marine Le Pen qui se substitue tout de même au vieux pirate, à l'œil borgne et au rictus agressif qu'était son père. On change même la langue. La politique, c'est de la langue, ce sont des mots. Hein. On change la langue. Hein. Et tous les mots extrêmement agressifs que pouvait utiliser Jean-Marie Le Pen sont atténués ou sont sortis du vocabulaire. Cette respectabilisation, il faut bien reconnaître qu'elle est en marche, elle est à l'œuvre et elle rencontre un écho. Hein. Jean-Marie Le Pen faisait peur, Marine Le Pen ne fait plus peur dans les mêmes dimensions. D'abord parce que c'est une femme. Et une femme, voilà, ça fait moins peur, ça dépend à qui. Hein. Mais normalement, hein, ça fait moins peur. Ça n'est qu'un visage de l'ignorance. Donc, ça, c'est le deuxième élément, qui est le deuxième élément fort. Le troisième élément fort, c'est une véritable OPA idéologique. Une offre publique d'achat, vous savez, on parle en économie d'offre publique d'achat, c'est-à-dire une nouvelle donne idéologique. Là, c'est vraiment Marine Le Pen qui a mis ça en place. Marine Le Pen se dit, voilà, ce Front National est puissant, mon père a fait l'essentiel du job, mais il n'arrivera jamais au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il est cantonné dans une culture qui est une culture d'extrême droite. Il faut l'en extraire. Comment extrait-on une formation de ces cultures très spécifiques, comme il y a une culture d'extrême droite, il y a une culture communiste, il y a une culture gauchiste, voilà, il y a une culture démocrate chrétienne. Comment extrait-on ? Il faut rentrer en France, il n'y a qu'une seule solution. Vous rentrez dans la culture mainstream, qui est la culture républicaine. Donc, elle va mettre en place, elle le fait déjà à partir de 2007, où elle est la conseillère politique de son père à l'élection présidentielle, et elle fait une OPA, littéralement, sur tous les éléments fondamentaux de la culture politique républicaine. La laïcité. Ah, ça en France, hein, fondamental. Si vous n'êtes pas laïque, vraiment, vous êtes considéré comme un sombre abruti. Hein. Bon, hein. Donc, la laïcité. L'État. L'État comme seul porteur de l'intérêt général. L'intérêt général en France ne se construit pas à partir de la jungle des intérêts privés, comme dans cette société américaine un peu dégénérée. Ça se construit d'en haut, par l'État, seul porteur légitime, la puissance publique, seul porteur légitime de l'intérêt général. Bien. Les figures, les grandes figures de la République, les hussards noirs de la République, Jean Jaurès, toute une série d'hommes qui sont au panthéon, hein, de la République. Évolution sur le terrain économique et social. On ne peut pas être républicain si on n'est pas sensible aux petits, aux sans-grades, aux dominés qu'il faut protéger sous l'aile protectrice forcément de l'État et de la puissance publique. Tout cela, en quelques années, Marine Le Pen le fait. Elle se porte sur tous ces thèmes. J'étais au congrès où elle est devenue présidente, qui était le congrès de Tours de 2011. Et c'était frappant, je voulais peut-être raconter, donc certains vont subir pour la deuxième fois cette histoire qui, pour eux, ne sera plus pittoresque, mais pour ceux qui ne l'ont pas entendu, sera pittoresque. J'étais dans la salle, Marine Le Pen fait son discours de nouvelle présidente, c'était son premier discours de présidente.
Et j'étais dans la salle avec des militants du Front National, avec lesquels j'avais été prendre un café. Je ne suis pas, xénophobe. Donc j'avais été prendre un café avec eux, j'avais sympathisé, c'était des types du Languedoc-Roussillon. Marine Le Pen commence son discours. Et son discours était très étonnant. Une ode à l'État, une ode à la République, une ode à la laïcité. Elle se met à citer Jean Jaurès, à plusieurs reprises, les résistants de 1940, les hussards noirs de la République. Alors ça, vous voyez, vous êtes dans un congrès socialiste, les gens se pâment. Formidable, extraordinaire. Vous voyez, quand Valls se fait ça au congrès de Poitiers, là, le militant socialiste, il s'abandonne. C'est merveilleux, il est en osmose avec ses dirigeants. Là, les militants du Front National se regardaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Elle a bu. Vraiment. Et à un moment, je me tourne vers eux et je leur dis, faites attention parce que non seulement vous êtes avec moi, moi je ne suis pas au Front National, donc vous allez être mal vu, mais en plus de ça, vous n'applaudissez pas. Et il y en a un qui, particulièrement gaillard, se retourne vers moi, il me dit, vous savez, monsieur Perrineau, avec son accent de l'héros, monsieur Perrineau, je viens de dire, on n'applaudit pas parce qu'on s'emmerde. Et il avait voté pour Marine Le Pen, militant du Front National. On s'emmerde. C'est-à-dire qu'il ne retrouvait aucun des fondamentaux du Front National. À peu près aucun. C'était un discours qu'aurait très bien pu tenir Manuel Valls, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Même Nicolas Sarkozy, on l'a trouvé un peu plus droitier. Ou un bon radical socialiste. Pourquoi? Parce que là, elle ne parlait plus aux militants, elle parlait aux électeurs. Elle parlait au pays. Alors ensuite, on peut bien sûr rentrer dans le détail, montrer que c'est une conception particulière de la laïcité, mais enfin, la laïcité. Il y a eu toujours des lectures différentes de la laïcité. Il n'y a pas une laïcité, il y a des laïcités. Et la laïcité, qu'elle véhicule, c'est une laïcité, bien sûr, avant tout articulée contre l'islam. Mais attendez, la laïcité, lorsqu'elle apparaît, lorsqu'elle est fondée, c'est une laïcité aussi qui, pour certains, est articulée essentiellement contre une religion, la religion catholique. C'est une laïcité militante contre une religion. Donc là, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle déplace simplement le curseur, et ça n'est plus le catholicisme qui est dans sa ligne de mire, c'est l'islam. Bon. Donc, c'est pas non plus, si vous voulez, une appropriation complètement sauvage. C'est pour ça que ça marche chez les électeurs. C'est pour ça que même certains militants laïcards aujourd'hui, qui restent eux sur une ligne, la laïcité c'est avant tout un combat antireligieux, sont séduits par cette lecture où la laïcité est pour elles anti-religion. Simplement, c'est la religion qui a changé, quoi. Donc ça, c'est véritablement nouveau, indépendamment, bien sûr, de l'évolution du programme économique. C'est plus du tout un programme néolibéral, comme le programme de son père dans les années 80. C'est vraiment maintenant un programme qui a des éléments communs avec le programme de la gauche, et même de la gauche la plus ultra. Quand vous regardez le programme de Mélenchon, il y a des points communs. Au plan économique, en particulier, la nationalisation, sanction de certaines entreprises, vous voyez, bon, c'est pas un discours qu'on avait l'habitude d'entendre au Front National. Le protectionnisme des frontières, la dénonciation des patrons voyous, etc. Toute une logomachie, un discours, qui est un discours qui parle bien au-delà. Dernier élément, bien sûr, nouveau, c'est la montée de l'islamisme. Si vous voulez, quand le Front National naît, l'islam n'est pas présent. J'ai regardé tous les textes des années 70. Mais la question de l'islam n'est absolument pas présente dans le Front National au début. C'est pas du tout la préoccupation de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, même quand il était député, en 1958, avait fait un discours mais extrêmement pro-musulman. Parce qu'à l'époque, il n'était pas fou, c'était avant l'indépendance de l'Algérie. Il voulait absolument que les musulmans restent français. Et il disait, ben voilà, la religion musulmane, c'est une religion fantastique, exceptionnelle pour s'intégrer. J'ai essayé de vous retrouver parce que c'est vraiment croquignolet. Je ne le retrouverai pas, donc tant pis. Mais si tout à l'heure on pourra essayer de le retrouver, Jean-Marie Le Pen fait une ode à la religion musulmane. Et donc, dans les années 70, l'islam n'est pas du tout
une question. En revanche, ça va peu à peu apparaître. Et ça apparaît, si vous voulez, la politique, c'est pas simplement des symboles. Les symboles ont du sens parce que c'est quand le fantasme, parfois le symbole, rencontre le réel. Là, il y a un court-circuit qui est très efficace en matière politique. Or, il y a eu les attentats des Twin Towers. Il faut réfléchir, le choc de 2002, c'est quoi? C'est un choc politique qui vient un an après les Twin Towers, même pas, quelques mois après l'attentat des Twin Towers, qui a rendu évident pour le monde entier le danger de l'islamisme radical et la menace que l'islamisme radical fait peser sur les démocraties pluralistes, occidentales, parlons vite. Hein? Bon. Il faut comprendre le choc de 2002 comme ça. Mais depuis, ce défi international est devenu un défi national quotidien. Les attentats, en effet, sur le territoire français. Et donc le Front National n'a jamais eu, j'allais dire, un opposant ou un ennemi, si on prend les termes. Vous savez, Carl Schmitt disait en politique, il faut toujours avoir un ennemi. Si vous n'avez pas d'ennemi, ne faites pas de politique. Il faut au moins avoir un adversaire. Mais quand c'est un ennemi qu'il faut bouffer, c'est encore mieux, ça vous donne plus d'ardeur pour vous réveiller le matin et pour aller coller vos affiches ou vous mettre à hurler dans la rue. Hein, bon. Et là, ils trouvent un ennemi, j'allais dire, à leur dimension. L'islamisme, c'est un ennemi à la dimension. C'est une vraie menace. C'est une menace récurrente. C'est une menace externe et interne. Là, c'est formidable. On retrouve tous les fondamentaux de la culture d'extrême droite sur le complotisme. Le complot est à la fois à l'extérieur, mais il est à l'intérieur, mené par une cinquième colonne. La cinquième colonne immigrée. Et là, le fantasme rencontre le réel. Tous les assassins qui ont opéré sur le sol national sont des Français d'origine immigrée. Donc là, vous voyez, attendez, allez lutter politiquement contre ça. Hein? On vous dit, voilà, eh bien, écoutez, messieurs, regardez la fiche d'identité de Mohamed Merah, de Koulibaly, des frères Kouachi, etc. Regardez. Donc il y a bien un islamisme radical qui maintenant a trouvé un vecteur dans la société française, et nous l'avons dénoncé depuis 20 ans. Alors que les autres disaient, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, ça, c'est des éléments nouveaux. Et ça explique ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que dans certains secteurs, ça se déverrouille. Ça se libère. Hein? Alors, je m'efforce de conclure. Et puis dans le débat, on reviendra sur des facteurs qui sont plus des facteurs de fond. Là, on a fait avant tout de la politique. Parce que derrière tout ça, comme toujours, vous savez, un grand politologue norvégien qui s'appelait Rokkan avait dit, pour comprendre la politique, il faut comprendre les systèmes de clivage des sociétés. Partez des clivages, et quand vous avez compris les clivages, vous comprenez la vie politique. Et Rokkan disait en particulier cette chose, avec un politologue américain très intéressant qui s'appelle Seymour Lipset, et il disait, voilà, la vie politique des pays occidentaux, elle a vécu sur deux grands événements. La Révolution nationale, la construction des États-nations, et la Révolution industrielle, 19e siècle. Cette Révolution nationale, ces révolutions nationales, et cette Révolution industrielle, elle a débouché sur des grands clivages. La Révolution nationale débouche sur l'opposition des centres et des périphéries. Des centres, autour desquels se construisent les États-nations, contre les périphéries. Et des États qui se construisent contre les églises. Deux clivages, oui, très importants. Autour de ces deux clivages sont nés des partis de la périphérie, des partis centraux. Autour du clivage Église-État naissent des partis qui sont des partis religieux. Regardez encore ce qui se passe en Europe du Nord. Hein. En Europe du Nord, il y a des partis protestants, des différents partis catholiques, etc. Bon, la démocratie chrétienne en Italie, etc. Et puis vous avez des partis qui disent non, non. Hein, nous, on rejette toute référence religieuse, des partis étatiques. Puis la révolution industrielle, ça débouchait sur quoi? Bien sûr, le clivage de classe.